Richard Simonard, un membre des 500 frères qui devait être jugé aujourd'hui pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, ne s'est pas présenté au tribunal. Malgré la présence du collectif, l'affaire a été repoussée au 19 janvier. 3 prisonniers se sont enfuis de la prison de Remire-Montjoly dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 24 heures plus tard, 2 fugitifs restent introuvables. Cette évasion pose la question de l'efficacité du seul établissement pénitentiaire en Guyane. Des personnalités qui ont fait ou commenté l'actualité de 2017 font le bilan de cette année charnière pour notre territoire. La militante Monique Gouard, le journaliste Jexy Xavier ou le président des jeunes agriculteurs Jean-Hubert François se souviennent. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Le 6 juin dernier, 5 membres des 500 frères étaient interpellés après avoir bloqué l'accès à l'hôtel des impôts de Cayenne et emmenés au commissariat. Le prévenu Richard Simonard, venu soutenir ses camarades, se sera alors rendu coupable de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il devait être jugé cet après-midi, mais son absence a provoqué le renvoi de l'affaire au 19 janvier prochain. Les explications d'Olivier Goudet au micro de Gaël Wassim. Étant donné que les 2 avocats, Maître Stanislas et Alex Leblanc, ne sont pas en Guyane, donc notre avocat, le 3e, a demandé le renvoi de l'audience. Donc le juge a fixé le renvoi au 19 janvier à partir de 14 h. Nous nous étions mobilisés devant l'hôtel des impôts où nous avions brûlé quelques palettes et quelques pneus, où les présidents et quelques membres des 500 frères, nous avons été mis en garde à vue, et les camarades, les Guyanais notamment, et M. Simonard est venu également demander notre libération. Et là, le commandant a mis ses 2 pieds sur M. Simonard, qui a failli tomber, a malheureusement bousculé un peu l'officier de police. Et aujourd'hui, l'État veut nous faire passer pour des voyous, pour des rebelles. Et pourtant, nous ne demandons que le minimum pour la population. L'État, aujourd'hui, fait la chasse aux sorcières après les 500 frères. De toutes les façons, vous voyez, nous sommes là, nous sommes toujours déterminés. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de violence. Mais étant donné que M. Macron est arrivé avec ses gros sabots en se faisant passer pour celui qui n'est pas le Père Noël, ok, soit, nous reconnaissons. Nous demandons le respect. Et aujourd'hui, ce qui devra arriver, arrivera, effectivement. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Il est hors de question pour nous, aujourd'hui, d'être victimes, d'être harcelés, manipulés de la sorte. Comme nous vous l'annoncions hier, 3 détenus se sont évadés du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly dans la nuit de dimanche à lundi. Si l'un des fugitifs a été rendu aux autorités par les membres de sa famille, les 2 autres restent introuvables. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire et que risquent les fugitifs s'ils sont appréhendés? Pierre Tréfou répond à nos questions. Dans la nuit du Nouvel An, 3 détenus d'origine brésilienne ont réussi à s'évader du centre pénitentiaire de Remire. Selon les premières constatations, les détenus condamnés définitivement ont réussi à s'évader en creusant un mur de leur cellule pour accéder à l'extérieur. Puisque dans les toilettes, il y a une ouverture d'aération qu'ils ont pu agrandir avec un outil qu'on n'a pas encore pu déterminer, je crois. Et donc ils ont pu se retrouver à l'extérieur. Et de là, avec des cordages, donc évasion classique, cordage, grappin, ils ont pu donc escalader les murs d'enceinte et bien heureusement et malheureusement pour nous, pouvoir sortir sans être repérés. Parmi les évadés, 2 sont toujours en fuite. Ils sont condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Le 3e est condamné à 30 mois d'emprisonnement et a été ramené hier par sa famille au centre pénitentiaire. La peine encourue pour une évasion aggravée est de 5 ans et outre une lourde peine d'amende. Pour l'instant, une juridiction ne s'est pas encore prononcée, mais effectivement, si une peine venait à être prononcée, elle s'ajoutera à la peine qui est déjà purgée. L'évasion témoigne de la crise que subit le milieu carcéral en Guyane. Tous les responsables d'ici vous diront que pour ces métiers de gestion de personnes, donc de personnes détenues sur un plan sécuritaire, il faut des agents bien formés, bien reposés. Et ce n'est pas le cas des agents du centre pénitentiaire de Guyane.
Ici, ils sont pressurisés. Il y a des heures supplémentaires, un présentéisme énorme qui fait que les agents aujourd'hui ne sont ni bien reposés ni bien formés. Les 2 autres évadés sont toujours activement recherchés par les forces de la gendarmerie, notamment avec le renfort de maîtres chiens et d'hélicoptères. Si en Guyane, ce sont 2 hommes qui sont en fuite. La prison de l'État de Goiás, dans le sud-ouest du Brésil, a vu plus de 200 détenus prendre la tangente après une mutinerie qui a fait 9 morts aujourd'hui. Malgré la chasse à l'homme qui a été déclenchée immédiatement, 99 criminels sont toujours dans la nature. L'année 2018 est pleine de défis, surtout pour les adolescents, la force vive de notre territoire qui doivent pourtant affronter plusieurs crises. Comment les aider dans leur développement personnel? Nous avons posé la question au Dr Belloni. Les adolescents guyanais subissent de plein pied la crise que nous avons traversée. Je rappelle que nous étions en pleine crise en mars-avril et qu'un pacte a été signé. Il y a eu un programme et les accords de Guyane qui semblent piétiner. Et les premières victimes, ce sont les adolescents. Les adolescents parce qu'ils subissent les 3 crises. La crise politique, la crise économique et la crise identitaire. La première crise, c'est une crise politique. L'abandon de la France, de l'Hexagone pour la Guyane. La deuxième crise, qui est une crise économique, est un non-développement. L'infrastructure n'est pas développée, les routes sont manquantes, il y a énormément de choses sur le plan économique. Et la dernière, qui est la plus importante, qui est la crise identitaire. Nous sommes donc dans une immigration sauvage, pas organisée, inorganisée, et nous avons un pays pluriculturel. Ce pays pluriculturel où, dans le temps, c'était le créole qui était le représentant de la Guyane. Aujourd'hui, il n'y a plus de représentants identifiés, puisque nous avons donc un envahissement massif et non contrôlé. Je voudrais simplement rappeler que je suis pour l'immigration. Je suis pour l'immigration et je pense que l'immigration est comment dirais-je, un couteau cacao. C'est-à-dire que le couteau cacao, quelle que soit la façon dont vous le tenez, vous vous blessez si vous ne savez pas vous en servir. Il faudrait mettre en place des filières d'excellence. Des filières d'excellence. Pour mettre en place des filières d'excellence, il faut une certaine autonomie, il faut des moyens. Et la première filière d'excellence, c'est la santé. La deuxième, c'est l'éducation. La troisième, c'est une filière administrative, la haute administration. Il faudrait qu'on puisse avoir des préfets guyanais. Si vous ne formez pas votre propre jeunesse, quand on sait que la population de la Guyane, 50% de la population a moins de 25 ans, et qu'un pays, un pays qui ne s'occupe pas, qui n'organise pas sa jeunesse, c'est un pays qui se condamne. Donc ne nous condamnons pas. 4 mois après le passage de l'ouragan Irma, des fidèles de Saint-Martin ont tenu à y passer les fêtes, participant à leur mesure à la reconstruction d'une île qui tire 85% de son PIB du secteur tourisme. Un reportage de Jean-Marc Dabreux et de Bénédicte Jourdier. Les vols commerciaux ont repris 17 jours après le passage de l'ouragan Irma. Mais à l'aéroport de Grand-Case, les vacanciers se font rares. Le problème, il n'y a pas des hôtels qui sont prêts, alors c'est pour ça que les touristes ne viennent pas. 8 millions d'euros investis pour le nettoyage de l'île n'auront pas suffi à redémarrer l'industrie touristique. Le secteur hôtelier ne s'est pas encore remis de la catastrophe. Seuls 4 établissements sur 32 ont rouvert leurs portes. On va dire des habitués de l'île qui sont venus, qui ont dit on vient quand même parce qu'on aime l'île, on aime Saint-Martin et qu'on a aimé les gens qu'on a connus. Ils sont là, Américains, Australiens, Argentins, mais 3 fois moins nombreux selon les habitants. Ils sont venus soutenir la population malgré le décor qui ne ressemble plus du tout à celui de la carte postale. Vu de nos propres yeux, les dégâts sont plus impressionnants que ce qu'on pouvait imaginer. C'est terrible pour la population. J'imagine que remettre tout cela en état sera une tâche vraiment difficile. L'an dernier, ce restaurant était bondé. Aujourd'hui, une vingtaine de couverts sont en préparation. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de saison à Saint-Martin cette année. Voilà, les dollars vont se faire rares. Même constat sur cette plage. Une poignée de vacanciers profite du soleil de décembre, 30 degrés à l'ambre. C'est bien parce qu'on est tout seul, on est tranquille. C'est vraiment très beau, les plages sont très jolies, c'est calme. Ces Américains ont choisi de se faire une croisière 1 semaine à bord de ce catamaran. Pas le masque tuba, ils ont un kayak, on a un paddle, la baignade et puis le farniente. La reprise de l'activité touristique est cruciale pour l'économie de Saint-Martin.
Le secteur fait vivre 1300 personnes. Il représente un tiers des emplois salariés de l'île. Direction la Guadeloupe, où tout comme il y a peu à Grand-Santi, de nombreuses communes subissent les coupures d'eau intempestives. Comment s'organiser dans ce genre de situation? Les éléments de réponse de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Un réveillon sans eau, c'était inimaginable pour cet hôtel et ses convives qui s'est doté depuis 3 ans d'une solution alternative au réseau classique. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de soucis et vu que les coupures étaient assez fréquentes, il fallait absolument se doter d'une citerne et maintenant on pallie cette difficulté de cette façon. Donc cette citerne nous permet de tenir à peu près 3 jours. Il y a un capteur, ce capteur se déclenche et ensuite le réservoir se remplit systématiquement. C'est primordial parce que vous savez c'est un complexe où il y a 278 chambres, donc vous imaginez les difficultés avec trois structures différentes sans eau. Ça peut être très très délicat. Au niveau du réveillon, on avait 190 convives et l'hôtel, au niveau du petit déjeuner, on avait à peu près 510 personnes. Donc vous imaginez sans eau, avec un tel nombre de clients, ça aurait été catastrophique. Victimes également de ces coupures intempestives, les particuliers aussi s'équipent de plus en plus en réservoirs à eau. Ça arrive que les gens viennent chez nous nous demander des réservoirs à eau pour avoir une réserve d'eau parce que quand on prend l'eau assez souvent à Gosier, mais ça va entre 200 litres jusqu'à 5000 litres. Ça varie, c'est une fourchette de litrage, mais ça dépend des clients. Il y a des clients qui peuvent demander 200 litres, même plus. Il y a des gens qui ont les anciens systèmes mais ça ne suffit pas trop, hein. C'est plus les personnes âgées qui font ça. Regardez le système de barils et tout ça. Il faut compter entre 500 et plus de 1000 € pour équiper son domicile de ce système de réserve d'eau connecté au réseau public et qui prend le relais en cas de coupure d'eau. Retour en Guyane, nous avons demandé à des personnalités qui ont marqué ces 12 derniers mois de nous raconter 2017 avec leurs mots. Découvrons l'année du journaliste Jessie Xavier, du président des jeunes agriculteurs Jean-Hubert François et de la militante Monique Ouar. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est l'arrivée de Macron. C'était le comportement, l'humiliation. On avait l'impression qu'on n'avait plus l'expression de la parole. Tout était confiné, les journalistes n'avaient pas accès. Donc oui, moi, c'est ce qui m'a marqué plus que le combat du 28 mars. Voilà, donc je pense que on aurait pu mieux faire, Macron aurait pu mieux faire. Mais ça m'a choqué. Je me suis posé la question, où avons-nous fait l'erreur? Quelle était l'erreur qu'on avait faite? Pourquoi on n'a pas réussi à fédérer le président de la République avec les convictions de la Guyane? Mais voilà, et puis autre chose aussi qui m'a un petit peu aussi, qui m'a mis le baume au cœur, c'est de savoir aujourd'hui que les Guyanais sont soudés, qu'on n'avait pas cette solidarité entre nous. Donc voilà les choses qui m'ont marqué pour 2017. Mon bilan pour l'année 2017, en tous les cas pour ce qui concerne l'agriculture en Guyane, pour moi il est très positif. Franchement, on a mené des combats et on a eu gain de cause sur 100% de ce que nous avons demandé, tant que ça soit sur les aides, mais sur l'écoute qu'on attendait des politiques, de l'administration. On a vraiment été écoutés et donc j'en tire vraiment un bilan positif. J'ai vu énormément d'agriculteurs progresser dans leur profession, se professionnaliser par les formations. On parle aujourd'hui beaucoup de produits phytosanitaires. Moi j'ai vu des agriculteurs passer en reconversion biologique ou alors à diminuer fortement les produits qu'ils faisaient depuis un moment. Mais 2017, vraiment, comme j'ai fait beaucoup d'exploitations, j'ai pu le constater. J'ai pu constater aussi également beaucoup d'agriculteurs qui sont passés à la transformation, donc valoriser les produits. Si vous faites attention, vous voyez qu'il y a de plus en plus de boucheries qui sont tenues par des agriculteurs. Vraiment, je vois que la profession va mieux. On a un lycée agricole aujourd'hui, j'ai envie de dire maintenant que c'est un lycée d'excellence, avec des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent devenir agriculteurs, des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent devenir techniciens, des jeunes qui veulent parce qu'ils veulent devenir ingénieurs agronomes. Donc voilà, je pense sur cette année 2017, j'ai vu tout ça et pour moi j'en tire un bilan plus que positif de notre profession. À tous les agriculteurs, à tous les Guyanais, à toute la population guyanaise, les Guyanais avec un grand G, donc tous ceux qui aiment la Guyane, une excellente année 2018. Et voilà, continuons les différents combats dans toutes les professions et continuons à faire la Guyane aller de l'avant. Fait marquant pour cette année 2017, je ne peux pas faire l'impasse sur mars et avril qui ont mobilisé évidemment toute la Guyane, mais qui nous ont permis, nous journalistes,
d'être encore plus au cœur de notre métier, c'est-à-dire au cœur d'une société qui bouge. Et c'est vrai que de tout ce qu'on peut faire ressortir des événements sociaux de mars et avril, je retiendrai par exemple cette envie, cette appétence qu'on a vue au niveau du public pour avoir de l'information. Il y avait un lien même qui s'était créé puisqu'on a complètement décloisonné nos formats pour pouvoir suivre au mieux, heure par heure, minute par minute, les déroulements des événements. On a eu cette première grande manifestation avec le semi-marathon France-Brésil, donc une course qui a permis notamment à près de 800 coureurs de traverser le pont de l'Oyapock. Et ça a été un beau symbole de fraternité, c'est-à-dire que dans toutes les péripéties que l'on peut retenir sur la construction de ce pont, qui encore aujourd'hui ne permet pas une réelle circulation équilibrée d'un côté comme de l'autre, je choisirai également pour l'année 2017, c'est bien entendu le départ du sénateur honoraire Jean Jotilly, premier président de la région de Guyane. Aujourd'hui, nous vivons la présidence, le mandat du premier président de la collectivité territoriale de Guyane. Il y a comme une idée d'une page qui se tourne. Alors comme on dit chez nous, amuser, pas oublier quoi. Donc effectivement, bonne fête à tous, avec quand même la modération parce qu'on a vu quelques drames en cette fin d'année et on aimerait qu'il n'y ait pas plus de familles endeuillées. Avec l'avènement des mails, les cartes postales sont tout doucement tombées en désuétude. Pourtant, le plaisir de les recevoir reste intact. Existe-t-il toujours un marché pour les cartes postales? Nos correspondants martiniquais se sont posé la question. Cette année, vous avez certainement reçu via les réseaux sociaux ce genre de vœux virtuels. Pour beaucoup, la carte version papier est passée de mode. Ça reste plus simple pour nous, c'est par WhatsApp, c'est par Internet. C'est que de faire des cartes de vœux, c'est par la poste, donc ça prend plus de temps, alors que c'est sur Internet, c'est plus rapide. Je pense que c'est plus une tradition qu'autre chose. Hein. Ça n'a aucun intérêt, enfin pour moi, ça n'a aucun intérêt. Cette année, j'ai pu envoyer mes vœux par appel, mais par SMS. J'ai pas l'habitude d'écrire moi, je le fais comme ça. Donc pour moi c'est normal. Pour d'autres en revanche, les vœux virtuels ne peuvent supplanter la tradition. Je trouve que ça manque parfois un peu de personnalisation parce qu'il suffit de récupérer une petite image et puis de la transférer. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion et puis c'est pas forcément en adéquation avec la personne qu'il y a en face. J'en ai envoyé par mail et je compte en envoyer également manuscrite pour le plaisir d'écrire. Les vœux 2.0 remplissent nos messageries. Pourtant, 2 jours après le passage à la nouvelle année, le rayon carte de cette librairie est déjà quasiment vide. On a déjà même supprimé des présentoirs, donc tout ce qui était Noël, tout ce qui était vœux, pour les vœux de Nouvel An, on n'en a pratiquement plus, c'est parti quand même très bien. Ils veulent envoyer à des gens qui restent encore sur leur papier, qui veulent envoyer surtout les mamies pour leurs petits-enfants là-bas. Pas mal. Donc, on pensait encore que les SMS ou les WhatsApp prendraient le dessus, mais on constate qu'il y a encore des gens qui aiment le papier. Entre le 31 décembre et le 1er janvier cette année, un peu plus d'1 400 000 SMS ont été échangés dans la zone anti-Guyane. C'est moitié moins qu'au Nouvel An dernier. Comme quoi, la carte de vœux papier a encore de beaux jours devant elle. L'année 2017 s'est terminée, mais ses conséquences se ressentent encore en ce début 2018. Le blocage des lycées, la grogne des agriculteurs de Makouria ou encore la mort de Georges Jotilly, retour sur les faits d'actualité qui ont marqué le 4e trimestre en Guyane. Le lycée est rouillé, on voit quand il pleut, il y a l'humidité qui passe. C'est un peu... En fait, on a l'impression que le lycée tombe en ruine. Il y a eu la rentrée qui a été chamboulée. On n'a pas nos emplois du temps fixes. On commence à en avoir marre. C'est ce qui est recherché. On sait toujours que la France a toujours été comme ça, a toujours cherché des combats pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de quelque chose. On a besoin de notre liberté s'il ne veut pas de nous. On n'en a rien à foutre. Et ça lui coûtera moins cher. Ça lui coûte moins cher. Qui nous laisse tranquille, ça lui coûte moins cher. Pendant de longues minutes, 2 violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans les artères de Cayenne. Pour beaucoup, le message envoyé par la République était clair. Nous, ça fait 37 ans que je suis sur un terrain.
37 ans qu'on a mis ce terrain en valeur, 37 ans qu'on a valorisé le quartier, puisque Matiti n'existait pas réellement. On a dû faire pas mal de choses pour valoriser le terrain. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. On s'est battu bec et ongle pour valoriser ce terrain. Aujourd'hui, on est là parce que malheureusement en Guyane, pour avoir quelque chose, il faut utiliser la force. Ça devrait être une honte pour la mairie que des agriculteurs se massent devant la mairie pour réclamer leurs droits, leurs dus. On ne vient pas quémander, on ne vient pas supplier. Nous avons bossé, nous avons déjà payé pour ça. Oui, la SNI rentrera bien dans le capital, puisque bon, fallait savoir quand même depuis maintenant quasiment 50 ans que l'État a la main sur la majorité des parts. On va essayer de rétablir, on va essayer de trouver des solutions, mais en face de nous, c'est du 6 contre 5. Voilà. Maintenant, il faut on espère que le CNES va nous répondre avec un avis favorable en vendant les parts. Maintenant, on ne demandera plus à nous donner des parts gratuitement, mais on veut maintenant les acheter. Donc pourquoi ne pas revendre aux collectivités? Mais si maintenant les parts, on récupère 3%, que ce soit mairie, CTG, on peut devenir majoritaire. Maintenant, si le cas inverse, que la SNI devienne majoritaire par la suite, je ne vois pas quel est l'intérêt de la ville de Kourou de rester dans une structure où moi je serai un président pantin, assis, accepter toutes les décisions qui vont venir de Paris. Donc nous, on va forcément vendre nos parts, avoir une discussion certainement avec la CTG pour que les parts restent guyanaises, mais ça ne sert à rien d'avoir 40% quand tu es assis sur 22 millions et tu ne sers à rien. On revient à zéro. Ce sont des nouvelles élections, simplement ce sont des élections partielles. En l'occurrence, la personne qui sera élue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre, continuer le mandat, puisque le député est élu pour un mandat de 5 ans, le temps restant. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle les élections partielles d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas intégrale, ce n'est pas l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale qui est renouvelé en l'occurrence. Mesdames et messieurs, je ne pense pas que Georges Othony voudrait aujourd'hui me révéler combien ces derniers mois ont été physiquement éprouvants. Pourtant, cela n'a pas pu l'empêcher de poursuivre son seul intérêt. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 2 janvier. Richard Simonard, un membre des 500 frères qui devait être jugé aujourd'hui pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, ne s'est pas présenté au tribunal malgré la présence du collectif. L'affaire a été repoussée au 19 janvier. 3 prisonniers se sont enfuis de la prison de Rémière-Montjoly dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 24 heures plus tard, 2 fugitifs restent introuvables. Cette évasion pose la question de l'efficacité du seul établissement pénitentiaire en Guyane. Des personnalités qui ont fait ou commenté l'actualité de 2017 font le bilan de cette année charnière pour notre territoire. La militante Monique Gouard, le journaliste Jessie Xavier, le président des jeunes agriculteurs Jean-Hubert François se souviennent. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Buena sera.